La crise du Covid n'épargne pas les petites entreprises. Malgré les aides mises en place par l'État et les collectivités, certaines sont à la peine, d'autant plus quand leur clientèle ne pratique pas l'achat en ligne. L'une des différences par rapport au premier confinement, c'est le maintien de tous les services publics. Métropole et département de l'Isère s'organisent, même si ce dernier doit reporter le vote de son budget. Et puis, la troisième expédition 5300 a pris fin. L'objectif, c'est toujours d'étudier les effets de la haute altitude sur le corps des habitants de la Rinconada au Pérou, avec de plus en plus un aspect social. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 6 novembre 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Quoi qu'il en coûte, préserver la santé et l'économie, une équation difficile depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Malgré les dispositions du plan de relance, comme l'activité partielle de longue durée ou le prêt garanti par l'État, certaines entreprises sont en grande difficulté du fait de la crise, mais tentent de trouver des solutions. C'est le cas de l'entreprise Lady, fabricant de chaussures à Charnècle depuis 1955. Charlotte Faulkner. Dans l'usine de chaussures Lady, la crise du coronavirus a fait des dégâts. Chaque année, ce sont 6000 paires de chaussures made in France qui sont fabriquées dans l'usine basée depuis 40 ans à Charmècle. Après le premier confinement au printemps, l'entreprise a dû licencier 2 salariés. Quand on a ouvert, l'entreprise n'était pas dans une bonne situation. Du coup, nous avons décidé à contre-cœur de licencier 2 personnes qui étaient dans l'atelier. Oui, c'est très très lourd et on a beaucoup réfléchi. Et on s'est dit que c'était la seule solution pour pouvoir continuer notre activité. Donc malheureusement, on a été obligé de se séparer de 2 salariés. L'entreprise mise à mal après la crise du coronavirus a failli ne pas rouvrir ses portes au printemps dernier. Le problème, ça a été le licenciement des 2 personnes, la remise en question de l'entreprise. On ne savait pas si on allait continuer ou si on devait arrêter. Donc on a pris la décision de continuer, en accord avec le peu de salariés qui restent, et je dirais la visibilité, on l'a pas encore, surtout avec les événements qui se passent actuellement. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une salariée à l'atelier. C'est donc avec une très grande incertitude que l'entreprise Lady traverse ce 2e confinement, avec une inquiétude majeure sur l'avenir des détaillants de chaussures. C'est pas qu'on n'a plus de commandes, mais je dirais par rapport aux événements actuels, je pense qu'on va aller au chômage. On va chômer parce que, je dirais, actuellement, on n'est même pas sûr que les commandes qui ont été prises seront honorées. Car si les détaillants, on va dire, ferment, on va produire pour mettre en stock et ne pas livrer. Donc on est dans l'incertitude complète. En cette période de fin d'année, l'entreprise comptait sur les marchés de Noël pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Comme de nombreuses entreprises, Lady espère donc que ses clients iront sur leur site internet pour réaliser leurs achats de fin d'année. L'entreprise espère aussi donner une partie de sa production invendue à des personnes dans le besoin. Les associations concernées peuvent contacter ses dirigeants. Les bénéficiaires sont peut-être là. La préfecture de l'Isère a décidé d'avancer la date du plan hiver sur instruction du ministère du Logement. La campagne hivernale a débuté avec près d'1 mois d'avance le 19 octobre. Objectif, rajouter 700 places d'hébergement d'urgence aux 1580 places pérennes. La plupart via la mobilisation d'hôtels, de mobil-homes et autres bâtis existants. Plus de 300 places concernent des ménages hébergés depuis le précédent plan hivernal. La veille sociale est également renforcée. Le réflexe à avoir si on est en présence d'une personne en difficulté, c'est toujours de composer le 115. Le chiffre du jour, c'est 1530, soit le nombre de personnes décédées en Isère entre le 1er septembre et le 26 octobre. Toutes causes confondues, c'est 13% de plus que pour la même période l'an dernier. En France, l'évolution n'est que de 7% entre 2019 et 2020. Ces chiffres devraient être révisés à la hausse très prochainement. Les services publics continuent de fonctionner. C'est l'une des différences avec le confinement du printemps lié à l'épidémie de Covid-19. Quels que soient ces domaines de compétences, de la voirie au commerce, à l'insertion et la jeunesse, à la collecte des déchets ou à l'alimentation et la santé, Grenoble-Alpes Métropole veut rassurer. Ce qui était pour nous important aujourd'hui, l'exécutif métropolitain d'exprimer aux habitants, c'est finalement comment nos services sont organisés et restent ouverts. C'est essentiel parce qu'il se dit tellement de choses ici ou là, il peut y avoir des craintes, des inquiétudes des habitants.
Donc c'est ce que nous avons voulu tout simplement préciser, que sur l'ensemble des politiques publiques métropolitaines, finalement nous étions là avec des services publics ouverts qui accueillent, que ce soit sur l'emploi, l'insertion, l'accueil des demandeurs d'emploi, que ce soit en matière de déchetterie, que ce soit en matière de services de l'habitat, du foncier. Donc nous sommes là organisés pour cela et en matière de mobilité également. Donc pour nous c'est important de le dire et de préciser les choses de façon tout simplement à rassurer et que nos concitoyens soient tout simplement bien informés. Grenoble-Alpes Métropole qui demande par ailleurs la réouverture de commerces non essentiels locaux. Le département de l'Isère, acteur essentiel de l'action économique et sociale sur le territoire, reste également ouvert. Les chantiers se poursuivent et les aides continuent d'être versées. En revanche, le vote du budget est reporté au premier trimestre 2021. Depuis une quinzaine de jours, 1200 agents du département ont été mis en télétravail, ce qui permet d'assurer principalement le versement des prestations à tous les publics les plus fragiles, personnes âgées, personnes handicapées, bénéficiaires du RSA. À la différence du premier confinement, les services du département qui accueillent du public restent ouverts, que ce soit l'hôtel du département, nos maisons du département, les centres médico-sociaux. Et nos services sociaux, d'une manière générale, continuent de fonctionner en présentiel, ce qui permet d'assumer aussi et d'assurer aussi le suivi des personnes en difficulté. Le milieu associatif est aussi impacté. Nous avions voté un premier budget d'aide aux associations de 30 millions d'euros. On a constaté à la rentrée, enfin en tout cas au fin octobre, que 27 millions avaient déjà été consommés sur les 30 millions qui ont été votés. Cette deuxième vague arrive alors que les associations reprenaient un peu leur souffle. Il va falloir, en lien avec elles, en lien avec tous les acteurs, déterminer quels seront leurs nouveaux besoins, d'où le report du budget, ce qui nous permettra de mieux estimer les choses. Et puis, si les musées départementaux sont fermés, en revanche, les parcs du domaine de Visil et du musée Hébert restent ouverts. Les chasseurs, eux, ont le droit de s'aventurer à plus d'1 kilomètre de leur domicile pour pratiquer leur activité. Le préfet de l'Isère autorise donc la chasse en raison, je cite, de la régulation nécessaire des espèces de la faune sauvage responsables des dégâts agricoles et sylvicoles. Cela concerne uniquement certaines espèces, sangliers, cerfs et chevreuils. Les gestes barrières et la fermeture des cabanes à chasse sont maintenus. Grenoblois, vous pouvez encore voter pour vos budgets participatifs préférés. Mais dépêchez-vous, le scrutin se termine ce samedi à 18 h. C'est déjà trop tard dans les maisons des habitants, mais ça reste possible sur les marchés du samedi, comme ici place Saint-André ou en ligne sur le site de la ville de Grenoble. 29 projets sont en lice. Les lauréats se départageront une enveloppe de 800 000 €. Pour voter, vous devez soit être résident à Grenoble, être inscrit sur les listes électorales ou payer vos impôts à Grenoble. Et pas besoin d'attendre 18 ans, le vote est accessible à partir de 16 ans. Les vidéos des porteurs de projets sont à retrouver sur notre site télégrenoble.net. Entre 30 et 50 millions d'euros, c'est le coût prévu par la municipalité de Ulaanbaatar en Mongolie pour construire la première ligne de transport urbain du pays. Un projet qui revient à l'entreprise iséroise Poma, basée à Vorep, associée au groupe français d'ingénierie Aegis. La ligne comportera 122 cabines sur 6 km et 3 stations et permettra de relier les quartiers nord de l'une des villes les plus polluées au monde. La livraison du téléphérique est prévue à l'été 2023. L'altitude et la pollution, ça vous connaît, Samuel Vergès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'INSERM au sein du laboratoire hypoxie et physiopathologie cardiovasculaire et respiratoire pour les initiés HP2 à l'université de Grenoble-Alpes et vous êtes responsable de l'expédition 5300. Vous revenez tout juste de la ville la plus haute du monde, au Pérou. C'était la 3e expédition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste ce projet expédition 5300? On a été en fait la première équipe de scientifiques, de médecins à se rendre dans cette ville la plus haute du monde, c'est-à-dire où des habitants vivent en permanence à plus de 5000 mètres d'altitude. C'est au-delà de ce que l'on pensait même tolérable pour l'être humain en termes de vie permanente en altitude. Donc on a pu, en 2019, une première fois déjà, essayer de comprendre quelles étaient les caractéristiques de ces habitants qui leur permettaient de vivre avec moitié moins d'oxygène qu'à Grenoble, par exemple. Et puis, on a pu également voir qu'à peu près un quart de la population développait, malgré des milliers et des milliers d'années d'adaptation, des phénomènes d'intolérance, des pathologies en fait liées au manque d'oxygène.
Et donc on est retourné en 2020 sur place pour essayer spécifiquement chez ces habitants de la Rinconada qui développent des problèmes de santé, essayer certains traitements qui sont susceptibles d'améliorer leur état de santé, leur qualité de vie. Et donc on a réalisé ce que l'on appelle un essai thérapeutique de 9 mois, initié en février avec des évaluations initiales, un traitement qui a couru toute l'année. Et puis là on a pu donc retourner sur place pour évaluer l'effet des traitements. Alors ça, c'était donc l'objectif de cette troisième mission. Vous étiez un peu moins nombreux cette fois-ci ? Oui, alors ça a été, comme pour tout le monde, ça a été très chamboulé cette année 2020, y compris pour nous au niveau des recherches que l'on conduit sur place. On a pu retourner à 7 chercheurs, médecins, il y a quelques jours, pour réévaluer donc, ces 60 habitants de la Rinconada qui se sont prêtés à nos évaluations. Alors qu'est-ce que vous avez pu constater déjà dans un premier temps ? Alors les éléments très forts que l'on voit déjà dans ce que l'on a pu mesurer sur place, c'est les caractéristiques sanguines en fait, de ces habitants. Nous, habitants de plaine, lorsque l'on monte en altitude, on développe quelques globules rouges et éventuellement on en est content si on est sportif pour nos performances à l'effort. Mais eux, continuellement exposés à ce manque d'oxygène, ils ont une surproduction de globules rouges, des quantités de ce qu'on appelle l'hémoglobine, le transporteur de l'oxygène dans le sang, qui est énorme, au point que ces éléments lourds du sang, les globules rouges, deviennent prépondérants, 80% du volume sanguin occupé par ces globules rouges. Et donc le sang devient très 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 visqueux, donc on a mesuré des viscosités sanguines jamais vues auparavant chez l'être humain. Et du coup le cœur, les vaisseaux qui essaient de faire circuler ce sang peinent beaucoup, au point que dans certains cas ça peut dégénérer en des phénomènes de dysfonction, d'ischémie cardiaque ou cérébrale. Alors non seulement ils sont en altitude, mais en plus beaucoup d'entre eux travaillent dans des mines. Des mines pour chercher quoi? Oui, donc c'est des mines d'or. En fait, c'est la raison d'être de cette ville. Les habitants eux-mêmes nous disent qu'ils habiteraient bien sûr pas là s'il n'y avait pas la mine d'or à ce niveau d'altitude-là. Donc c'est des mines d'or très artisanales quand même, mais qui existent depuis les Incas en fait, où l'on cherche de l'or de plus en plus profondément maintenant. Donc c'est vrai que c'est un mode de vie vraiment extrême dans cette ville où il y a quand même plus de 50 000 habitants qui travaillent autour de cette quête de l'or. Alors, vous nous disiez que le voyage avait été compliqué, l'installation à cause de l'épidémie de Covid. Est-ce que ça a changé aussi quelque chose sur vos résultats? Alors, c'est vrai que le Pérou, en fait, est le pays par rapport au nombre d'habitants le plus touché au monde en termes de décès liés au Covid. Donc, la population, les soignants que l'on a rencontrés dans la région sont très marqués, très, très sollicités. Ils ont eu une période critique autour du mois d'août. Donc c'est vrai qu'on a bien sûr dû en prendre en compte l'impact de ce Covid sur la santé des habitants. On a bien sûr testé du coup que les habitants qui n'étaient pas atteints directement par la Covid-19. Mais c'est sûr que ça a été un tremblement de terre, je dirais, pour toute cette population péruvienne, comme à travers le monde, mais en particulier là-bas. Vous êtes attaché à ces populations, vous avez envie de les aider encore plus. En fait, vous prévoyez de créer un centre médical et de recherche sur place? Oui, donc il faut savoir que cette ville de la Rinconada, c'est vraiment une ville qui est dépourvue de toute structure publique, pas de soignants, pas de structure d'aide à la population, très peu d'écoles. Du coup, depuis le début qu'on est arrivé sur place là-bas, on essaie d'envisager comment on peut aider en particulier en termes de soins cette population-là. Et donc, on a pour projet la création d'un centre médical qui puisse continuer aussi à être un centre de recherche sur l'altitude, un lieu vraiment phare qui pourra à la fois aider la population et développer encore la connaissance sur ce contexte de haute altitude exceptionnel. Est-ce que vous prévoyez d'y retourner bientôt à la Rinconada? Oui, alors bientôt, pas tout de suite. Là, on vient d'arriver, mais on va laisser passer aussi la crise sanitaire. Mais au deuxième semestre 2021, normalement, nous serons à nouveau sur place. Merci beaucoup, Samuel Vergès. Je précise qu'on vous retrouvera sur Télé Grenoble le 14 novembre à partir de 20h30 pour la soirée Montagne et Sciences avec des films, bien sûr, et des interviews scientifiques. Et puisqu'on en parle, toutes les bonnes choses ont une fin. Les 22e rencontres Ciné-Montagne se terminent samedi pour la dernière soirée, toujours sur Télé Grenoble à partir de 20h30. C'est le thème des montagnes nomades qui a été choisi. Une soirée chargée avec pas moins de 6 films. On se quitte avec un petit montage de quelques films de la soirée. Belle soirée et bon week-end à tous à la maison. À bientôt.